Au cœur de Londres, au pied de la cathédrale Saint-Paul, se niche l'arpent de territoire le plus riche que la Terre ait jamais porté, la City of London. Les initiés l'appellent le Square Mile. À peine 3 km² où opèrent quelques 550 banques et la moitié des plus grands assureurs de la planète. Plus que New York, Francfort et Paris réunis. Le volume d'affaires qui se brasse ici le jour, le long de la Tamise, est 5 fois supérieur au PNB du pays. Il y a ici beaucoup d'investisseurs et de banques privées. Ça investit beaucoup ici. Avec la crise, beaucoup de gens ont perdu leur boulot et lors des entretiens d'embauche, ils doivent faire davantage attention à leur apparence, au cirage de leurs chaussures. J'arrive un peu à bavarder avec eux et ils se livrent devant moi sans difficulté. Ils me disent des choses que des gens paieraient pour savoir. Je les côtoie depuis des années maintenant. J'ai entendu pas mal d'histoires. C'est assez fascinant. Ici, les riches restent riches. Quelques millions en moins, mais toujours riches. La nuit, le légendaire quartier d'affaires devient une cité fantôme, vide d'habitants ou presque. Mais l'argent, lui, ne s'arrête pas pour autant de travailler. Bien au contraire. La bourse de Londres est la seule bourse du monde, avec celle de New York, à n'avoir jamais fermé ses portes, même en temps de guerre. Si la patrie de Winston Churchill et de Margaret Thatcher est encore aujourd'hui une puissance mondiale, c'est sans doute à cette cité fantôme qu'elle le doit. La City a toujours su se protéger des regards extérieurs. Rares sont ceux qui ont pu percer ses petits et grands secrets. John Christensen y a consacré une partie de sa vie. Pour qui souhaite visiter la City, quand vous franchissez les limites de cette enclave autonome, vous tombez nez à nez avec des statues du griffon. Le griffon est la bête mythologique, moitié lion, moitié dragon, chargée de garder le trésor. C'est le symbole de la City of London que l'on voit dès l'entrée dans la City. À chaque grande intersection, un griffon se tient là pour signifier « Vous entrez maintenant dans le trésor, vous entrez dans un nouveau territoire. Ici, c'est nous qui avons le pouvoir. » Par quel hasard de l'histoire, la City est-elle devenue la principale place financière de la planète? L'endroit où s'effectue la moitié des entrées en bourse internationale, où se concentrent 80% des hedge funds européens. Tout cela est le fruit de la longue histoire d'une cité médiévale, placée sous l'autorité de Dieu et indépendante de la couronne depuis bientôt 1000 ans. Cela fait de la City l'entité politique la plus ancienne au monde. Des siècles durant, l'argent a prospéré à la City. Sans elle, le Royaume-Uni n'aurait pu financer son expansion coloniale, ses guerres contre Napoléon ni sa révolution industrielle. C'est grâce à la City of London que la couronne a pu souvent exaucer ses rêves de grandeur. La City ne manque pas une occasion de le lui rappeler. Nous sommes au pied de Saint-Paul, à Temple Bar, un lieu très symbolique. C'est ici que monarques et souverains doivent se défaire de leurs attributs armés avant de se placer sous la protection de la City. La reine Victoria, par exemple, lors de son jubilé de diamant, a eu à se défaire de ses armes et insignes. Elle a été accueillie avec une épée, celle-là même que la reine Elisabeth offrit pour l'ouverture de la Bourse Royale, qui se trouve sur Paternoster Square. Ce lieu est donc chargé d'histoire. De ce côté, vous avez Ave Maria Street, là c'est Amen Street. Un lieu consacré à Dieu, à l'argent, mais assurément pas à la démocratie.
Historien de formation, Lord Maurice Glassman est l'un des rares universitaires britanniques à avoir étudié les ressorts politiques de la City, la façon dont la cité médiévale est devenue un pilier majeur de l'establishment britannique. La City s'est dotée d'un parlement, né plusieurs siècles avant que la monarchie ne devienne à son tour parlementaire. Créée à l'origine par des citoyens libres, ou freemen, la City est le berceau historique de la démocratie britannique. Pour élire ses parlementaires, la City a mis en place un système électoral complexe, sans aucun équivalent au monde. Peuvent y voter les résidents de la City, mais aussi les entreprises qui y sont implantées, sans oublier les citoyens d'honneur, titre honorifique exceptionnellement accordé à des personnalités britanniques ou étrangères. Vous avez des entreprises comme Goldman Sachs, des banques chinoises, autrement dit des apparatchiks communistes, qui peuvent voter aux élections à la City of London, tout ça le plus légalement et le plus légitimement du monde. Ce n'est pas simple de comprendre comment le capital a pu conquérir la plus insolite, la plus dense, la plus intensément démocratique cité du monde. Il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire. En sa qualité de citoyen d'honneur de la City of London, Vladimir Poutine a le droit de voter. Et pareil pour George Bush. Il y a des moments où tout cela me tend légèrement. La City dispose également de son propre gouvernement, appelé City of London Corporation. À sa tête, un personnage méconnu, le Lord Mayor, élu par les corporations de marchands qui jouent un rôle politique actif à la City depuis des siècles. À Londres, nous avons un maire élu par le peuple, mais sans réel pouvoir. Son nom est Boris Johnson. Et nous avons un autre maire élu par personne, mais extrêmement puissant, le Lord Mayor de la City. Bienvenue en Angleterre. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien London Bridge. Et là-bas, oui, c'est bien un troupeau de moutons. Cela peut paraître surprenant, mais il ne s'agit pas d'une première. Il s'agit là d'un privilège ancien de près de 1000 ans, accordé à un nombre restreint de Londoniens. Les marchands de bestiaux souhaitant entrer dans Londres pour vendre leur cheptel pouvaient le faire sans avoir à s'acquitter de taxes à London Bridge et ailleurs aussi. Et nous réaffirmons ce droit. Et ainsi, nous célébrons les bonnes vieilles traditions de nos anciens, sans perdre de vue la bonne cause, la collecte d'argent pour les œuvres charitables du Lord Mayor. Nous voici face aux moutons mythiques et aux Freeman, ce citoyen libre qui faisait passer ses moutons par London Bridge. Londres était alors le centre du commerce international dans le nord de l'Europe et les Freeman n'avaient pas à payer de taxes. Et l'histoire de la City of London a beaucoup à voir avec l'allergie à l'impôt. En défendant bec et ongles ses privilèges fiscaux, la City a acquis un statut d'exception, une forme d'immunité. Un privilège qu'elle doit à son statut de grand argentier du royaume. Alors que la fin de l'Empire semblait avoir sonné le glas de ce bel attelage, la puissance britannique ressuscite silencieusement à la fin des années 50. Les dignitaires de la City of London, plaçant le pouvoir politique devant le fait accompli, transforment les anciens confettis de l'Empire, les Bahamas, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, Gibraltar et les îles anglo-normandes en paradis fiscaux. Londres est au cœur d'une galaxie de satellites. La dernière fois que nous avons compté le nombre de paradis fiscaux, nous sommes arrivés à un total de 60 pays, dont la moitié est directement issue de l'ex-empire britannique. Ils battent peu ou prou pavillon britannique et sont étroitement liés à la City of London. Ils fonctionnent sur le droit anglais, on recourt à des banques anglaises, dont beaucoup sont très présentes à la City. C'est cela qui vaut à Londres
d'être à la fois la plus grande place financière et le plus grand paradis fiscal de la planète. En créant ces centres offshore qui pratiquent souverainement le secret bancaire et la non-imposition, la City forge une pièce maîtresse de la globalisation financière à venir. En quelque sorte, elle la préfigure. La quasi-majorité des investissements internationaux se fait via les centres offshore. C'est plus avantageux fiscalement et moins contraignant juridiquement. La grande majorité du commerce mondial transite offshore, en tout cas sur le papier. Cela permet aux multinationales de faire basculer le profit du pays où il a été créé vers ces juridictions où elles peuvent échapper à l'impôt. Écoutez, les centres offshore ont été reconnus par le gouvernement et le fisc britannique, et ce depuis des années. C'est de l'optimisation fiscale. Bien sûr, cela ne vaut que pour des gens qui ont assez d'argent pour se sentir concernés. Cela ne vaut pas pour monsieur tout le monde. On peut dire qu'on les a rendus attractifs pour qui veut faire du business au Royaume-Uni. À cela près que cela crée une distorsion massive dans le mouvement de globalisation. Pour moi, les paradis fiscaux sont au cœur de la globalisation. Ils en sont aussi la principale faiblesse. Et ça me sidère que la plupart des économistes, des observateurs, passent sous silence les paradis fiscaux, alors qu'ils sont au cœur de cette globalisation, et qu'ils expliquent pour une grande part pourquoi elle a échoué à répondre aux attentes des peuples. What is this about big? You know, seeing the big picture, having the big idea. When I was growing up, I wanted to be the big man. I never wanted to be the little man. Even the little man wanted to be the big man. You go to America, you want to go to the Big Apple, not the Little Apple. When I get up in the morning, I want a big breakfast. I want my girlfriend to say, "Good morning, big boy," to which I'll reply, "I've got a big day today, a big meeting with the big chiefs from a big studio. It's a big time for the big bucks." And in my big meeting, I'll turn to one of the big hitters and I'll say, "I love this movie. It's going to be big. There's only one small problem, my fee. I'd like it to be, what's the word? La dérégulation des marchés financiers du début des années 1980, encouragée entre autres par le Fonds monétaire international, a conduit à une croissance exponentielle des volumes financiers détenus dans les paradis fiscaux. Ici, on ne parle plus en milliards, mais en milliers de milliards. D'après les derniers chiffres dont on dispose, il est question de 20 000 milliards de dollars. Cela fait beaucoup d'argent. Pour donner un ordre de grandeur, cela serait suffisant pour régler l'ardoise de la crise économique actuelle. Et si des impôts étaient perçus sur les intérêts que rapporte cet argent, nous pourrions financer l'intégralité du plan anti-pauvreté des Nations Unies. La crise financière de 2008-2009 a conduit les gouvernements du monde entier à lancer des plans de sauvetage des banques. Avec 1800 milliards d'euros, le plan de sauvetage britannique sera le plus important de tous. Ici,
Le séisme bancaire fut tel que la commission du Trésor de la Chambre des communes prit la décision d'examiner de plus près le rôle du secteur financier dans le déclenchement de la crise. Could you tell me how many subsidiary companies your group uses and are incorporated in the Isle of Man? I don't have that number with me. I'd be happy to look into it. Well, according to the return that your group company put in last year, you have 30 subsidiaries operating in that jurisdiction. Can you tell me how many subsidiary companies you have operating in Jersey? I don't have that number with me either. The number is 38. Can you tell me how many subsidiary companies of your group are incorporated and operating in the Cayman Islands? Same answer. You have 181. Now, of course, all of these are well-known tax havens which are used by companies, and a cursory reading of your group return shows that you have over 300 such companies operating in tax haven jurisdictions around the world. Pourquoi donc Londres maintient-elle la fiction de ces territoires d'outre-mer? Jersey, Guernesey, Île de Man, Sark. La démonstration a été faite, preuve à l'appui, que de l'argent sale transite par ces zones de non-droit. Et quand la City a de l'argent qu'elle préfère ne pas manipuler directement, elle l'envoie à Jersey. Pourquoi Jersey? Parce que la législation y est défaillante. Il y a le secret, le système des trusts. C'est tout ce système qui donne à Londres cette couleur, cette touche offshore, si utile au travail des banques au sang plus bleu. Observer le monde offshore est un exercice complexe, parfois déconcertant, souvent effarant. John Christensen travaille comme conseiller en développement en Malaisie lorsqu'il est confronté pour la première fois aux paradis fiscaux. C'est là que sont détournés des fonds d'épargne des agriculteurs malaisiens. Désireux d'infiltrer le monde offshore pour en comprendre le fonctionnement, Christensen se fait recruter par une banque établie sur l'île de Jersey. Il devient ensuite conseiller économique du gouvernement de Jersey. John Christensen a passé 14 ans sur l'île. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs experts au monde des paradis fiscaux et du secret bancaire. Je n'aurais jamais imaginé que la criminalité que j'ai observée à Jersey puisse être possible dans une économie de marché. Des consortiums financiers londoniens se livraient à des délits d'initiés, tout cela dissimulé grâce à des compagnies offshore. J'ai vu des politiciens français et allemands avoir recours à l'offshore pour toutes sortes de fraudes et de détournements. Bien sûr, j'ai vu de l'évasion et de la fraude fiscale en quantité industrielle. Ça, je m'y attendais. Mais je ne m'attendais pas à d'autres formes de criminalité. Mais le plus frappant, et c'est peut-être ce qui m'étonne le plus, à Jersey, tout le monde savait, tout le monde était au courant. Chacun faisait preuve de ce qu'on appelle la cécité complaisante. Il prenait le plus grand soin à ne rien voir, ne pas poser de questions, pour ne pas entendre de mensonges. Il savait très bien à quoi servaient ces sociétés offshore et ces trusts. Il y a une règle d'or chez les banquiers. Un banquier ne manipule jamais, au grand jamais, de sommes qui ne soient absolument immaculées. Vous pouvez en être sûr. Quand vous demandez à un banquier s'il n'a jamais eu de doute sur l'origine de l'argent, surtout si l'argent est géré par son établissement, il vous dira à coup sûr « Oh, on a tout fait, on a veillé à tout. On est en règle, on a répondu à tous les critères possibles exigés par les textes. » Il y a quelques années, un officiel britannique déclarait devant la Chambre des communes « Si vous voulez cacher une aiguille, vous la mettez dans une botte de foin. » Pour les circuits de blanchiment désireux de recycler l'argent sale, Londres est la botte de foin idéale. L'homme sait que la City a été le théâtre de quelques-uns des plus grands scandales financiers des années 90, comme celui de la BCCI, qui blanchissait l'argent de la cocaïne et du terrorisme international, ou encore celui de la Barings, coulé par les opérations déraisonnables d'un seul de ses traders. L'homme n'ignore pas non plus que c'est grâce à la City et à ses satellites offshore
que des dirigeants nigérians, pakistanais, égyptiens ou thaïlandais ont pu escamoter l'argent de la corruption, que les grandes multinationales et les oligarques russes ont réussi à dissimuler leurs fonds secrets, que les banquiers du Vatican sont parvenus à recycler l'argent de la mafia italienne. Autant de flux clandestins dont on ne découvre jamais l'existence, sauf accident. Chaque fois que je viens à Blackfriars Bridge, je pense à Roberto Calvi, retrouvé pendu ici en 1982 avec des pierres dans ses poches. Calvi, le banquier de Dieu, le banquier du Vatican. La City a toujours eu un rapport compliqué avec Dieu. Sa devise est « Domine dirige nos », Dieu nous guide. En fait, Dieu n'a jamais été le guide de la City. Le guide, ce fut l'évêque de Londres, venu accueillir Guillaume le Conquérant aux portes de la ville afin de préserver la liberté de la City. La City n'a jamais vénéré Dieu, mais elle a toujours vénéré l'argent. L'argent est un maître infiniment plus exigeant. Comme Dieu, il ne dort jamais, ses besoins sont sans limite, et il faut toujours les satisfaire. Londres est une tuyauterie complexe. Et cela ne fait aucun doute. Londres est un aimant pour les gens les plus riches du monde. Cela n'est pas un hasard non plus si cet argent est souvent douteux. Pourquoi Londres est si attractif pour ceux qui manipulent l'argent sale? À cause d'une croyance extraordinaire qui perdure depuis toujours, selon laquelle Londres est à la pointe. Londres est au premier plan. Londres est tout à fait spécial. On est là au cœur des standards de qualité. Cela a à voir avec le fait d'être anglais. Tout cela pour le blanchisseur, c'est le visa ultime, l'imprimature, le sceau de l'excellence. Accueillir l'argent, le faire prospérer est une vieille tradition à la City. Et le respect des vieilles traditions est une seconde nature, presque une raison d'être pour la Grande-Bretagne. C'est ce chic indémodable, ce parfum de respectabilité dont raffolent les grands détenteurs de capitaux. L'idée selon laquelle les paradis fiscaux servent avant tout au blanchiment d'argent de la drogue par exemple, ou au recyclage de l'argent du crime, cette idée doit être écartée, c'est un enjeu mineur. Les paradis fiscaux servent d'abord aux banques les plus importantes, aux entreprises et aux élites les plus puissantes. Et tous ces gens utilisent les paradis fiscaux d'une façon qui, sur le papier, est totalement légale. Escamoter des flux financiers, les mettre à distance des contrôles étatiques, tout cela est désormais pratique courante dans le monde du grand business. Pour brouiller les pistes, les paradis fiscaux sont l'outil imparable. La clé des circuits offshore réside dans le secret bancaire. Le secret bancaire n'est pas le fruit du hasard. Le secret est fabriqué, délibérément fabriqué, et ce grâce à des mécanismes légaux. La marche à suivre est assez caractéristique. L'argent avance par paliers. Qu'est-ce que j'entends par là? L'argent ne va pas directement d'Asie ou de Russie vers Londres ou les autres grands centres. Généralement, l'argent va dans des juridictions de première intention, Chypre dans le cas de l'argent russe. L'évaporation, l'escamotage de l'argent fonctionne selon un cycle. Un cycle où l'on transite par différentes étapes. L'argent est transformé, ses provenances se mêlent, et il devient presque impossible aux régulateurs d'identifier la source de cet argent. La plupart des trusts offshore que j'ai pu observer, y compris ceux que j'ai moi-même créés, ont adopté ce que j'appelle des flee clauses. Flee, F-L-E-E, du verbe s'enfuir. La flee clause leur permet de s'enfuir immédiatement. Au premier bruit d'investigation, ils disparaissent de la juridiction,
pour réapparaître plus tard sous un autre nom, avec d'autres mandataires, dans une autre juridiction. On n'est plus face à une poupée russe qui contiendrait une autre poupée. Là, on ouvre la poupée russe et l'on découvre que la poupée suivante a disparu. Et tout cela a été construit en toute légalité pour entraver ou empêcher toute investigation, qu'elle vienne de la police, du fisc ou de toute autre autorité. Les pistes définitivement brouillées, il ne reste plus à l'argent qu'à réapparaître au grand jour, si possible sous la façade la plus honorable. Capitale mondiale de la finance, Londres est cette façade la plus honorable. Pour autant, le but n'est pas que l'argent reste à Malte, Gibraltar ou Chypre. Ce ne sont pas des grands centres financiers. L'idée est que l'argent arrive à Londres. Une fois là, il sera à peu près définitivement à l'abri des investigations. Il aura même l'apparence de l'argent propre. Et à partir de là, l'argent peut repartir de Londres pour s'investir n'importe où dans le monde sans fiscalité ou presque. It's all in vain, but inspiration is uplift the nation, purification, it invite the nation to find salvation, to the generation to be what they want to be, find themselves never too late, they operate so greatly. Peace. Pour que la mécanique des paradis fiscaux, imparable dans son principe, fonctionne pleinement, il reste un dernier palier à franchir, l'ultime palier. Londres aurait-elle pu devenir ce qu'elle est devenue sans le secret, les astuces fiscales, tout ce qui concourt à faire de Londres un paradis fiscal? À mon avis, absolument pas. Cela a même été le principal argument de vente de Londres. Cet argument de vente ne vient pas du ciel. Il a été créé dans la plus grande discrétion, avec minutie, au prix d'une intense pression de la City elle-même et avec la bénédiction du pouvoir politique à Westminster. Dans sa longue histoire, la City a toujours refusé de renoncer à un pouce de sa souveraineté, de ses prérogatives chèrement acquises. Elle dispose, il est vrai, d'un pouvoir d'influence aussi efficace que surprenant. Le Premier ministre vient parler chaque année à la Guildhall. Le ministre des Finances fait chaque année un discours à Mansion House, la résidence du Lord Mayor. Mais la City of London Corporation offre plus intéressant encore. Elle traduit physiquement la façon dont le capitalisme représente ses intérêts. Tout à fait curieusement, ils ont même un représentant non élu qui siège au sein même du Parlement britannique. Une fonction très ancienne, celle du Remembrancer. Le Remembrancer est apparu, je crois, vers 1520. Son rôle était de défendre les intérêts de la City directement au Parlement. Le Remembrancer siège aux côtés du président de la Chambre des communes. C'est le seul lobbyiste à pouvoir siéger aux communes. C'est tout à fait étonnant. Il peut entrer dans la Chambre et briefer les députés en séance. Le Remembrancer veille à ce que le Parlement ne remette pas en cause les droits historiques, les privilèges patrimoniaux de la City. Le Remembrancer a également un accès direct au ministre, tenu de lui répondre dans les 24 heures quand il appelle. Le nom du Remembrancer actuel est Mr. Double, ce qui ajoute à la beauté des choses. C'est tout à la fois un homme absolument charmant et un lobbyiste tout à fait redoutable. Et le boulot de Mr. Double,
comme Remembrancer, est de rappeler à chacun au Parlement où réside le vrai pouvoir. L'ancien Premier ministre Harold Wilson a eu jadis une altercation célèbre avec le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Après une longue et frustrante passe d'armes sur la politique économique, Harold Wilson s'est tourné vers le gouverneur et lui a demandé « Qui dirige ce pays, vous ou moi ?» Nous savons maintenant. C'est la City of London qui dirige la Grande-Bretagne. My Lord Mayor, my late Lord Mayor, Your Grace, my Lord Chancellor, Your Excellencies, my Lords, Aldermen, Sheriffs, Chief Commoner, ladies and gentlemen. La première priorité du Parti travailliste, avec Tony Blair et surtout Gordon Brown, fut d'accepter la suprématie du capital financier, de laisser la croissance économique intégralement aux mains de la City. Le Parti travailliste a laissé la City libre de ses appétits. On comptait sur l'argent de la City pour financer la politique intérieure et extérieure du pays. C'était l'époque de la régulation light. La régulation light a eu vite fait de rimer avec plus de régulation du tout. Mais les travaillistes pouvaient au moins se targuer d'avoir de l'argent pour investir dans les écoles et les hôpitaux. Gordon Brown a donc fait alliance avec la City, en oubliant que le capital financier est une amende très volage. Et je pense qu'il s'est fait baiser. Au tout début de la décennie 2000, le gouvernement britannique a été jusqu'à vendre les bâtiments des centres des impôts. Autrement dit, son propre parc immobilier à une compagnie privée basée dans un paradis fiscal. De ce fait, l'argent déboursé en loyer par l'État pour chacun des bâtiments des impôts, aux quatre coins du pays, aboutit aujourd'hui dans des comptes privés dans un paradis fiscal. C'est tout simplement fou. Fin 2007, la City est la première place européenne à être atteinte par la crise financière qui secoue depuis quelques mois les États-Unis. Les principales banques du pays sont au bord de la faillite. In an age when computers in our pockets can tell us everything from Grandma's phone number to the complete works of Shakespeare, no one can explain what happened on Wall Street Thursday, when stocks plummeted nearly 1,000 points in less than an hour. And on a day like Thursday, seriously destabilizing the market. The Dow plummeted nearly 23%, its largest one-day drop ever. Quand la finance s'est écroulée en 2008, Gordon Brown a été confronté à son sort. Sauver non pas l'économie, mais la City. Il a pensé que le destin du Parti travailliste était de sauver la finance internationale et la prééminence de la City of London. Mais je ne crois pas qu'il ait réellement compris la nuance entre le destin et le sort. Au bout du compte, la City a fait et défait la carrière de Gordon Brown. Et l'un ne vaut pas mieux que l'autre. Ces 20 dernières années, le discours des néolibéraux est de dire que rien de cela n'est grave. L'argent tourne quand même et c'est génial. La globalisation, ça marche. Sauf que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'argent n'est pas utilisé dans une optique réellement entrepreneuriale. En vérité, cet argent ne fait que semer la ruine sur les marchés.
En gros, cet argent est là pour être brassé rapidement, pour maximiser les gains en capitaux via les investissements en patrimoine ou la spéculation internationale. On le sait car aujourd'hui, en 2011, on voit des sociétés en Europe et en Amérique détenir des réserves records de liquidités simplement parce qu'elles ne savent plus où placer leur argent. Au Royaume-Uni, la finance est soumise à des contraintes légales et réglementaires rigoureuses, similaires à ce que l'on observe ailleurs en Europe. Mais contrôler des circuits financiers offshore, donc opaques, rend de fait la tâche des autorités infiniment complexe. L'ampleur phénoménale des volumes brassés achève de rendre la tâche impossible. Les gens qui régulent notre économie sont souvent sous-informés, sous-payés. Les meilleurs d'entre eux sont par ailleurs sous la pression du secteur privé qui souhaite les embaucher. C'est une situation à la fois lamentable, tragique et douloureuse. À partir d'un certain niveau de compétence, vous pouvez parier votre dernière chemise qu'ils s'en iront pour le privé. Et bien sûr, quand ils rejoignent le privé, ce n'est pas seulement leur matière grise qu'ils emmènent avec eux. Ils apportent aussi leur connaissance du secteur public et de ses dispositifs antifraude, ce qui permet au secteur privé de connaître les failles de la loi, de savoir contourner les investigations de l'État. Et du coup, le gendarme boursier est perpétuellement sur le mauvais pied. La crise financière de 2008-2009 fut une occasion manquée historique de réformer la finance internationale. Passé le temps du remords et de la contrition apparente, la City s'est remise peu à peu à ses bonnes vieilles habitudes. Survivre à la crise, sans avoir eu à renoncer ni au secret bancaire ni à la fuite devant l'impôt, est une performance de premier ordre. You will understand, Mr. Diamond, that there's obviously, I mean, if you look at the facts I've just presented, that would suggest that your bank is engaged on tax avoidance on a grand scale, would it not? I can assure you Barclays is not evading taxes. And if I can assure you that it is our obligation... sorry, that wasn't the question I asked. I said avoidance. I was very careful not to use the word evasion, Mr. Diamond. Well, I don't know what you would... I think tax evasion is a very clear phrase, and it's a space we would never go to. And I didn't use the word. And I chose the word tax efficiency, which is our obligation, and it's something that is in line with government policy. But your efficiency may be our avoidance. Can I just perhaps finish by asking... I don't think that's the case. You don't think that's the case? 150 milliards d'euros de pertes fiscales chaque année du fait de l'évasion fiscale et de la fuite devant l'impôt, c'est absolument colossal. Si le peuple britannique prenait la pleine mesure de ce qui se passe, s'il savait qu'il pourrait bénéficier non seulement de meilleurs services publics, mais en plus de baisses d'impôts, je crois qu'il serait plus présent dans les rues aujourd'hui. Pas de si, pas de mais, non à l'austérité. Pas de si, pas de mais, non à l'austérité. Payez vos impôts, payez vos impôts, payez vos impôts. Dans quelques minutes, des activistes, pas seulement ici sur Oxford Street, mais un peu partout dans le pays, vont commencer des actions directes contre le propriétaire de Topshop. Le propriétaire de Topshop est le milliardaire Sir Philip Green. Il a été anobli par le gouvernement britannique pour services rendus à l'économie. C'est aussi un champion de la fuite devant l'impôt. Il fait cela de façon spectaculaire. Il se verse ses dividendes non pas à lui-même, mais à sa femme. Soit 1,5 milliard d'euros. Et l'astuce est que sa femme n'est pas imposable ici, car elle vit à Monaco. Payez vos impôts, payez vos impôts, payez vos impôts. Ce qui a particulièrement enragé les Britanniques est que le gouvernement ait nommé quelqu'un comme Philip Green pour le conseiller sur ses plans d'austérité.
On voit dans quel mépris ce gouvernement tient le pays quand il ose faire appel à un individu de ce genre pour l'aider dans ses plans d'austérité budgétaire. Nous, citoyens du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, demandons la restitution de ce qui est nôtre, sous la forme de redressements fiscaux. Philip Green, payez vos impôts ici. Le gouvernement nous ment. Nous n'avons pas à payer pour les coupes budgétaires. Si les banques s'acquittaient de leurs impôts, les étudiants pourraient aller à l'université. C'est un mensonge qu'on nous raconte. C'est votre argent, c'est l'argent du postier, du vendeur du magasin, c'est l'argent des flics. Philip Green ne manque pas de nous rappeler que nous sommes ici chez lui. Et nous tenons à lui rappeler qu'il s'est accaparé ce qui nous appartient, par le biais des impôts qui ne paient pas aux services fiscaux de Sa Majesté. We're all unequal. No one, thank heavens, is quite like anyone else, however much the socialists may pretend otherwise. And we believe that everyone has the right to be unequal. But to us, every human being is equally important. A man's right to work as he will, to spend what he earns, to own property, to have the state as servant and not as master, they are the essence of a free economy. And on that freedom, all our other freedoms depend. Les Britanniques commencent à comprendre qu'ils se sont fait rouler par leurs élites politiques et économiques, à un point que personne ne pouvait même concevoir. An estimated 75,000 homes will be repossessed this year, and nearly 2 million households already await social housing. The housing crisis is real. Please help us to provide urgent advice and support. Whitechapel, un quartier populaire à quelques centaines de mètres à peine de la City. Ici, les centres d'accueil ouvrent tous les jours de l'année pour prendre en charge le flot croissant de ceux qui sont désormais dans la rue. La situation s'est aggravée. Ah oui, j'ai vu les choses changer. C'est terrible. Plus encore depuis la crise financière. Ouais. Pourquoi, selon vous? Les gens n'ont plus de sous. De l'autre côté, là-bas, les gens ont de l'argent. Ouais, mais pas par ici. J'ai dû appeler pour mettre ma bague en gage. Vous êtes sérieuse? Ah, je le jure devant Dieu. J'ai besoin d'argent pour nourrir mes gosses. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 4 qui vivent par ici. Vraiment? Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Avec la crise, vous avez plus de monde? Je vois arriver de nouvelles têtes. Dès qu'on a des gars qui se sortent de la rue, on en voit d'autres qui arrivent. Je dirais qu'un quart d'entre eux sont nouveaux, peut-être plus. Ça, c'est le planning de nos volontaires. Là, c'est les gens de la Deutsche Bank. Là, on a Allen and Overy. Là, c'est la Bank of New York.
C'est la responsabilité sociale. Toutes les grandes entreprises ont une politique de responsabilité sociale. Ils pensent qu'ils doivent rendre un peu. Ce sont les médecins, les personnels soignants, les juristes de demain. Si on les implique dès maintenant et qu'on les aide à se forger une conscience, c'est quelque chose qui leur restera le restant de leur vie. Quand on sera mort, ils continueront le boulot. Un jour lointain, alors. Ouais. Écoutez, je pense, d'un point de vue holistique ou philosophique, je dirais que nous sommes tous coupables. Tout le monde a participé d'une façon ou d'une autre à cette course à l'argent. Et il y a des gens ordinaires qui n'ont rien à voir avec la finance, qui n'y comprennent rien, et eux aussi ont participé à leur façon. En Angleterre, les banques sont allées jusqu'à prêter 100% pour l'achat de logements. Cela n'avait aucun sens. Quel risque vous prenez quand la banque vous prête tout? Et pas seulement les banques, les assureurs aussi. AIG en est un très bon exemple. Tous ceux-là ont pris des risques qui allaient largement au-delà de ce qu'ils étaient tenus de faire. Pendant ce temps, les gouvernements regardaient ailleurs, en croyant que le système pouvait s'autoréguler. Mr. Diamond, the Bank of England have pointed out, they've calculated, the bank, that that's worth £100 billion a year to the big five banks. Are you grateful to the British taxpayer for subsidising you in this way? There's a couple of answers to this. Are you grateful to the British taxpayer? We are very grateful to the central banks around the world, to the governments around the world for the... No, I'm talking about the British government, who stand in the shoes of the British public. They say, and this is accepted, that you're too big to fail. And the taxpayer stands behind you. That makes you more creditworthy. It means you can borrow much more cheaply than if you're a standalone organisation. Now, what I'm asking you, Mr. Diamond, is are you grateful to the British public? Tout se jouera sur notre capacité à raconter l'histoire de cette crise. Est-ce un épisode de plus dans l'histoire de notre dépendance au secteur financier? Ne faut-il pas plutôt y voir un moment catastrophique de l'histoire de l'Angleterre? Le signe de notre impuissance politique, de la dégradation de la valeur du travail. Avec cette pression qui s'applique à chaque individu pour assurer ses fins de mois, dans l'espoir d'un profit à court terme, au détriment du bien commun? C'est ça maintenant qui doit changer. Début 2011, un éditorialiste prestigieux du quotidien Le Guardian écrit « Aujourd'hui, l'industrie de la finance n'est plus une perversion du système, elle est le système. » Je trouve mon inspiration chez Franz Kafka et sa fantastique nouvelle sur la Grande Muraille de Chine. Cette muraille a mis des siècles à se construire. Et comment motive-t-on les gens pour un projet à aussi long terme? Il est très difficile de motiver les gens pour quelque chose qui n'avancera probablement pas beaucoup de leur vivant. Mais je vois beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme. Et même quand l'optimisme n'est pas là, on sent des gens intellectuellement habités, parce que nous savons que nous devons faire ça. C'est ce qui permet de maintenir en vie l'espérance humaine. Il faut identifier les failles dans lesquelles ces sociétés s'engouffrent, repérer toutes ces faiblesses réglementaires et les corriger les unes après les autres. Nous ne sommes pas face à un dragon que nous pouvons tuer d'une simple flèche bien ajustée. Nous devons découper ce dragon en tranches, depuis la queue jusqu'à la tête. Avec mes collègues du réseau pour la justice fiscale,
Nous avons identifié ces failles réglementaires. Une de ces failles réside dans la façon dont ces entreprises organisent leurs comptes. Elles ne sont pas transparentes. Elles ne révèlent pas où les profits ont été réellement faits dans les pays où elles opèrent. Eh bien, adoptons un nouveau standard comptable pour que l'on sache où les profits ont été réalisés. Et là, on verra que les profits n'ont pas été faits aux îles Vierges britanniques, mais en Afrique du Sud, en Zambie ou ailleurs. C'est seulement en boxant intelligemment et en prenant ce genre de mesures que nous avancerons. Si le but c'est de fermer les paradis fiscaux, franchement c'est un raisonnement infantile qui ne nous mènera nulle part. Si vous êtes du côté du peuple ou si vous êtes du côté de ces menteurs du gouvernement. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que vous faites. Il faut mettre un terme à cette honte. Aujourd'hui, le peuple britannique s'est levé pour ses droits. Et entend que ses droits soient reconnus.